Voilà, nous sommes de retour pour parler de mobimétrie. Ceux qui nous suivent depuis les 3 premières éditions ont déjà vu qu'on avait parlé de cette nouvelle mesure d'audience. Mais en fait, le Covid a bousculé un petit peu toute cette mesure, puisque les périodes de confinement ont arrêté la mobilité, ont impacté l'audience. Et donc, il y a eu une prise de conscience chez Mobimétrie d'un besoin de données temps réel en plus de données massives. C'est ce dont on va parler avec Bruno Schmutz, Valérie Morrison et Jean-Marc Oran. Alors Bruno, Ipsos est le partenaire de Mobimétrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette prise de conscience et les évolutions qui en découlent? Oui, bonjour Tanguy, bonjour à tous. Donc, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que dès le brief initial qui avait été émis par Mobimétrie, il était question d'accroître très sensiblement à la fois la résolution et la réactivité de la mesure. La résolution à la fois géographique et temporelle pour avoir une audience qui soit beaucoup plus précise, c'est-à-dire à la face et pas au réseau, et beaucoup plus réactive, c'est-à-dire par heure, par jour, par semaine, et pas des audiences annuelles moyennes. Donc c'était dans le brief initial, et donc c'était dans la proposition initiale d'Ipsos de combiner une mesure passive des déplacements qui utilise un boîtier donc, qui permet d'avoir une mesure très précise par mètre, par seconde, et un deuxième flux de données qui sont des données de calibration qu'on va aller chercher, donc des sources de calibration externes sur les flux de véhicules, les flux de piétons, etc. Donc ce que je veux dire, c'est dans le brief initial, et ça a été notre proposition, et effectivement, du fait de la crise sanitaire, ça nous a amené à aller plus loin, à sophistiquer le dispositif, à accélérer en fait le processus d'innovation et en particulier à multiplier le nombre de sources extérieures qu'on utilise pour calibrer la donnée et pour avoir une information qui est, encore une fois, beaucoup plus précise, à la fois sur le plan géographique et sur le plan temporel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur les nouveaux partenaires ? Alors, on travaille avec une société qui est spécialisée dans l'optimisation des flux de véhicules, qui est une société allemande qui s'appelle PTV. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui prétendent pouvoir faire la pluie et le beau temps sur la mesure des déplacements des individus. Il y a beaucoup de boîtes de tech, voilà. Et donc, on s'est engagé dans un processus d'identification et de sélection et d'audit de ces sociétés, d'analyse de la qualité des méthodes, de la qualité des données. Donc, on a choisi ce partenaire pour la calibration des flux de véhicules. On a choisi un autre partenaire pour la calibration des déplacements des piétons, qui est une société qui s'appelle MyTraffic. Et enfin, Mobimétrie a noué un partenariat avec Orange pour la calibration des longs trajets, c'est-à-dire des déplacements sur plusieurs départements, en particulier pour bien mesurer les flux le week-end et pendant les périodes de vacances. Et puis, il y a votre étude avec le metteur, dont le terrain s'était achevé juste avant le confinement. Alors, il a fallu le refaire. Alors, effectivement, en fait, par chance, d'une certaine manière, on a pu faire un terrain entier de 12 mois, puisqu'on avait démarré en mars 2019. On s'est arrêté, évidemment, en février, début mars 2020, à cause de la crise sanitaire, mais ça nous avait permis d'engranger 12 mois de collecte, donc auprès de plus de 11 000 individus, ce qui nous a permis de travailler et de construire le modèle de déplacement donc calibré avec toutes ces sources extérieures que je viens de citer. Et puis Mobimétrie a décidé de reprendre le terrain, de le redémarrer début octobre. Et effectivement, là, on a un plan de recrutement de 6 000 individus supplémentaires entre octobre et la fin de l'année 2022, ce qui donc portera l'ensemble du panel à 17 000 individus. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que même avec 11 000 individus, comme les personnes sont suivies pendant 9 jours, ça veut dire qu'on a près de 100 000 jours de déplacements qui sont collectés. Et comme un individu fait en moyenne 4 déplacements par jour, on a 400 000 trajets. Donc la base qu'on a analysée pour comprendre les déplacements des individus, c'est 400 000 trajets, ce qui était déjà une base extrêmement conséquente. Alors Valérie Morrison, au CESP, vous accompagnez beaucoup de mesures d'audience, et même très en amont. Tout le monde essaye d'être un peu CESP Inside, CESP natif. Quelle est la difficulté, selon vous, d'intégrer de la donnée externe à des données de panel ? Tout d'abord, sur l'accompagnement, je voudrais dire qu'on a eu le plaisir, effectivement, d'accompagner Affymétrie depuis le début, depuis l'appel d'offres et maintenant dans toutes ces phases de développement, à la fois au travers des comités de pilotage, des conseils scientifiques. Et on en est très, très heureux parce que c'est un vrai partenariat. Sur les données externes, ce que je peux te dire d'abord, c'est que c'est une vraie tendance en fait dans toutes les études d'audience, puisqu'on a la chance au CESP de voir toutes les études d'audience des médias en France et puis aussi dans certains pays à l'étranger. Et donc cette combinaison mesures passives, données externes, c'est vraiment une tendance de fond dans l'audience. Et donc c'est un développement très intéressant que Ipsos ait trouvé ces sources de données et puisse les intégrer.
Après, la difficulté, c'est qu'il faut s'assurer de la qualité de ces sources externes. Parce qu'on peut développer les modèles les plus sophistiqués. Si la qualité de la donnée en entrée n'est pas satisfaisante, ça ne pourra pas donner des résultats fiables en sortie. Et alors, quels sont les critères à prendre en compte dans ce cas-là? Alors, je peux vous citer les principaux critères pour ne pas prendre trop de temps, mais pour le CSP et son comité scientifique, je dirais que tout d'abord, peut-être la source de la donnée, comment elle est collectée, c'est quelque chose de très important à regarder. Ensuite, la récence de l'information, la fraîcheur, si vous voulez, est-ce qu'on a des données récentes ou des données qui datent un peu. Ensuite, la pérennité de la source, c'est important d'identifier des sources qui vont durer dans le temps. Pour la stabilité du dispositif. Ensuite, il y a un point qui est très important pour nous aussi, c'est est-ce qu'on parle de données observées ou de données modélisées? Parce qu'à ce moment-là, l'analyse de la qualité de la donnée va être différente. Si on est sur de la donnée modélisée, évidemment, il faut qu'on comprenne comment les modèles sont construits. Et puis, je dirais que peut-être le dernier critère qui est important pour nous, c'est le périmètre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est exhaustif du périmètre que l'on cherche à couvrir? Et à ce moment-là, on est dans une logique plutôt census. Ou est-ce qu'on est dans une logique d'échantillonnage? On prend une partie des données et à ce moment-là, se posent des questions classiques de représentativité. Jean-Marc Coran, on va parler des usages. Alors, du côté des agences, finalement, quel est votre besoin sur les datas de mobimétrie? Il y a un besoin historique de meilleure précision sur la mesure d'audience. Donc la nouvelle étude va y répondre de manière assez classique en nous permettant par exemple de spatialiser l'audience. Donc on n'aura plus une audience à l'agglomération, on va descendre à un niveau communal, voire au niveau de l'iris. On va avoir une audience qui va être multi-univers, donc qui va intégrer et mieux intégrer que l'audience précédente l'ensemble des univers sur lesquels on travaille. Donc déjà, ça, c'est des avancées qui sont énormes. Maintenant, Bruno l'a dit, cette audience, c'est une Rolls parce qu'en fait, elle mixe de la donnée mesurée et de la donnée de panel, et donc va nous permettre d'avoir une précision extrêmement accrue et d'avoir une donnée vraiment représentative au panneau, ce qui n'était pas le cas de l'audience précédente. Et ça, il faut bien avoir en tête que la précision de cette donnée, c'est ce qui va nourrir le programmatique. On a beaucoup de données issues des opérateurs mobiles, avec des niveaux de précision qui ne sont pas toujours satisfaisants. Avoir un tiers de confiance qui certifie une donnée représentative à un niveau géographique fin, c'est énorme. Et c'est un vrai sujet pour mobimétrie, mais pas seulement au niveau de l'affichage. Demain, on va vivre dans un monde sans cookies. On a des stratégies programmatiques qui sont basées sur du ciblage. La donnée géographique est une donnée de ciblage extrêmement pertinente et extrêmement puissante. On a développé une approche comme Grid, par exemple, chez Publicis, pour intégrer des données issues de différents scopes dans des référentiels géographiques simples pour nourrir des stratégies programmatiques digitales. Et c'est clair que l'enjeu pour l'outdoor, DOH, mais aussi OH, demain, c'est de s'inscrire en complémentarité de ces stratégies digitales. Et l'accès à cette donnée fine sera clé. Et là, c'est un des sujets, c'est qu'il ne faut pas que la donnée mobimétrie reste dans une boîte noire. Ouais. Il faut que nos DSP puissent accéder à la finesse de la donnée de manière assez simple. Donc je pense qu'on a une vraie Rolls qui va nous permettre de faire plein de choses. Il faut ouvrir cette donnée, il faut demain aussi la matcher avec des panels conso pour pouvoir avoir des visions d'efficacité qui se rapprochent aussi de celles du digital. Donc il y a un chantier ouvert qui est énorme et des perspectives extrêmement intéressantes. Moi, j'ai une petite question, mon micro est branché. Pas préparé, pardon Valérie, mais en parlant de Rolls, en fait, puisque tu as aussi des contacts à l'étranger et tu opères aussi sur l'étranger, comment on peut évaluer la mesure du média publicité extérieure en France par rapport à ce qu'il y a sur d'autres pays? Je dirais que c'est un dispositif très ambitieux et très innovant et, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'inscrit vraiment dans la tendance d'évolution des mesures d'audience, c'est-à-dire de combiner une mesure passive qui permet une mesure des déplacements extrêmement fine avec de la donnée massive, l'utilisation de ces données externes et en même temps une forme de complexité accrue malgré tout, puisqu'il y a un certain nombre d'étapes de modélisation.
Et ce qui fait que ça renforce, je pense, aussi le rôle de sociétés comme le CESP, d'auditeurs, parce que ça se complexifie. Il faut pouvoir comprendre toutes ces étapes pour rassurer ensuite le marché sur le fait que oui, la donnée est fiable, on peut s'en servir en toute Et série. comment on se situe en France par rapport à être les médias? D'ailleurs, Bruno le sait aussi peut-être, parce que tu as dû benchmarker aussi On est régulièrement. dans les pays les plus innovants. Plutôt dans les plus avancés en fait. Non mais l'exemple concret que j'ai, enfin la preuve que j'ai, c'est que je suis intervenu à l'EMRO, d'ailleurs à l'invitation du CSP il y a 15 jours. Et l'EMRO, c'est l'organisation européenne de la recherche média, où on a présenté ce qu'on faisait en France. Et j'ai eu ensuite plusieurs retours des GIC, donc des équivalents de mobimétrie, plein de mots bizarres, hein, de différents, voilà, des organisations interprofessionnelles de l'affichage, on va dire, de différents pays européens qui sont tournés vers nous en nous disant que c'était un peu ce vers quoi ils voulaient aller dans leur propre marché. Jean-Marc? Oui, puis je pense qu'il ne faut pas se benchmarker par rapport à l'Europe, mais aussi aux autres médias. On a une mesure avec un échantillon de base sur l'émetteur qui est très important, qui est plus important que celui de la télévision, par exemple. Et puis, surtout, ce modèle qui donne une précision complètement incroyable et exhaustive. Et ça, honnêtement, aucun autre média dispose de ça. Ouais, puisque la télévision, hein, le Mediamat, c'est 5000, un peu moins de 5000 panélistes. Foyers, pardon, et 11 000 panélistes. Voilà, merci Valérie. Bruno, maintenant le calendrier de cette mise en place. Alors le calendrier, il y a déjà eu plusieurs livraisons intermédiaires aux sociétés de communication extérieure. Il y a une livraison complète et aboutie qui a lieu précisément cette semaine. D'ailleurs, demain, enfin une première présentation hier, il y en a une autre demain. Donc la prochaine étape, ça va être du côté des sociétés de communication extérieure d'analyser, de faire data crunching, d'analyser les rankings, de comparer avec les études précédentes, d'identifier éventuellement s'il y a encore des corrections à opérer, mais on est proche maintenant d'une livraison finale. Et surtout, l'étape importante, ça va être le premier semestre 2022 qui va être consacré à un roadshow dans les agences, à des présentations, à des formations, à de la familiarisation avec les plateformes. On n'en a pas parlé, mais on a différentes plateformes aussi qui sont livrées pour traiter la donnée, accéder à la donnée. Et donc, on va aussi présenter l'utilisation de ces plateformes. Parfait. Je ne voudrais pas vous laisser partir sans que vous nous donniez quelques éléments sur l'impact du télétravail. Alors, est-ce que vous en avez sur les déplacements, sur la mobilité? Sur le télétravail, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Ce qui est important d'avoir en tête, j'ai juste cité 2 chiffres. Ouais. D'abord, il y a 40% des Français qui sont actifs. Donc, quand on parle du travail, on parle de la population active, c'est 40% des Français. Et surtout, alors c'est une donnée qui est moins connue et qui est extraite d'ailleurs de notre enquête, des fameux 400 000 trajets qu'on a mesurés au cours de l'année 2019. Les trajets domicile-travail, enfin domicile-travail, travail-domicile, dans les deux sens, ça représente environ 15% des trajets. 15% des trajets. Donc le développement du télétravail, ça affecte potentiellement 15% des trajets. Ça veut dire que même s'il y avait une diminution, on va dire, de 20% des trajets domicile-travail, au total, ça concernerait 2-3% de l'ensemble des déplacements. Donc voilà, c'est juste pour remettre un peu en perspective, parce qu'effectivement, on a tendance à avoir un petit biais sociologique. Nous, on travaille tous dans le secteur des services, dans une grande agglomération, et on pense que tout le monde télétravaille. Mais voilà, c'est de cet ordre-là. Eh bien, écoutez, parfait. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à ce qui représente un petit peu l'ADN de la communication extérieure. On a parlé beaucoup de proximité, surtout à un moment où chaque média se revendique local. Est-ce que le OOH a un peu de soucis à se faire? Et on se retrouve tout de suite.